Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 155e C-Trep sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Milani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour les chers internautes qui nous suivez. Merci pour votre fidélité. Je vous parle de Damas et on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui dans l'actualité, à la fois de la Syrie, de la situation internationale, comme d'habitude. Alors, vous êtes les bienvenus et c'est parti. Oui, merci pour votre fidélité et merci aussi pour les nombreux commentaires que vous laissez à chaque fois sous la vidéo. Ça nous encourage à continuer. Et voilà, donc grand merci. Sans transition, donc on va parler de la Syrie, comme tu l'as annoncé, l'actualité étant chargée. En Syrie, il y a malheureusement un renouveau de l'agression américaine de 2011 contre la Syrie, avec les mêmes processus, les mêmes procédés, les mêmes méthodes qui sont utilisées, les méthodes éculées, mais pourtant qui sont réutilisées, et notamment l'accusation d'utilisation d'armes chimiques. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de ce qui se passe? En fait, effectivement, alors à l'ombre d'une et je dirais même suite à un échec total de l'agression militaire contre la Syrie. Agression militaire par proxy interposé, par terroristes de Daesh, al-Nusra, etc., où la Syrie a vaincu et a libéré une grande partie de son territoire. Il n'en reste pas moins qu'il y a une partie qui est occupée aussi bien par les terroristes Al-Nusra, Hayat Tahrir al-Sham, etc., qui sont sous la direction de la Turquie. Et ça, c'est à Idlib et dans l'ouest d'Alep, hein, mais aussi à l'est de la Syrie, au nord-est de la Syrie. Donc, il y a les FDS, ce qu'on appelle Qassad, en fait, qui sont forces dites démocratiques, dites syriennes, hein, qui ne sont, comme je le disais, à chaque fois ni démocratiques ni syriennes, puisque ce sont des hordes qui sont des mercenaires, qui sont dirigés par des mercenaires kurdes venus des montagnes Al-Qandil, en fait, de la Turquie, des montagnes Kandil en Turquie, qui sont à la frontière de la Turquie avec l'Iran, et en fait, qui n'ont rien de syrien, en fait, hein, et qui sont donc mercenarisés, payés par les Américains, et une partie qui était des tribus arabes et qui sont de la Al Jazeera Souria, et en fait qui étaient aussi en partie payés par, dans un premier temps par l'Arabie Saoudite et maintenant par les Américains. Bon, aujourd'hui, c'est une bonne partie de la population syrienne de cette région se rebelle contre l'occupant américain et contre Qassad, qui mène des exactions contre la population, qui fait des kidnappings pour enrôler les jeunes des familles de la population, en fait, dans leur rang, dans ses rangs, de manière forcés, et qui pillent les maisons, qui détruisent quand il le faut, qui pillent les récoltes. Alors, à ce titre, je voudrais aussi vous rappeler qu'il y a une base américaine dans cette région qui s'est mise juste autour, comme par hasard, des puits de pétrole qui sont le puits de pétrole Conoco et Al Omar, qui sont des puits de pétrole et de gaz. Mhm. Et je rappelle aussi que cette région, Al Jazeera Sourie, est une région la plus riche de la Syrie, en fait, en matière d'agriculture, puisque c'est le panier alimentaire pratiquement de la Syrie, ajouté à Idlib, qui est au nord-ouest de la Syrie, qui est aussi un deuxième panier alimentaire de la Syrie. Ces deux sont occupés, donc un par les Turcs et les hordes sauvages qui sont menées par les Turcs, et l'autre par les Américains et les hordes qui sont menées par les Américains. Une troisième
région qui est occupée par les Américains aussi, c'est Al-Tanf, où ils ont une base en fait, Al-Tanf, qui est à côté d'un camp de réfugiés qui s'appelle Al-Rukban, et en fait, le camp de réfugiés sert aussi aux Américains de vivier pour le recrutement de mercenaires qui sont entraînés dans cette base Al-Tanf et qui sont envoyés un petit peu partout en Syrie. Il faut dire que cette base Al-Tanf, elle est sur la route rapide, sur l'autoroute qui relie la Syrie à la Jordanie, à l'Irak et donc au-delà, qui va donc aussi bien dans le sud que dans le nord, dans l'est, hein, vers l'Irak et l'Iran. Mhm. Un dernier point qui est important aussi, n'oublions pas le Golan syrien qui est aussi occupé depuis 1967 par les Israéliens et aussi pour lequel les Israéliens essayent de mener toujours des opérations d'intégration, des opérations de répression contre la population, sous n'importe quel prétexte que ce soit, le prétexte par exemple de mettre des éoliennes, le prétexte d'obliger les gens à prendre la nationalité israélienne. Et en fait, les habitants du Golan continuent à insister sur leur syrienneté, leur appartenance à l'État syrien et leur volonté de libérer le Golan pour toujours, en fait, et son retour à la patrie mère Syrie, Mhm. mais aussi la Syrie. Alors, je voudrais dire, dernièrement, la Syrie a fait état toutes les richesses volées par les Américains, parce que je rappelle quand même que les Américains volent le pétrole syrien, le pétrole et le gaz syrien tous les jours, et ainsi que le blé et le coton et tous les produits de Al Jazeera Souria. Ils les volent et donc l'État syrien a fait état de l'ensemble de ces pertes qui s'élèvent à 115 milliards de dollars pratiquement depuis la présence américaine, donc en 2016, en Syrie jusqu'à maintenant. Il faut dire que c'est tous les jours 25 millions de dollars qui sont d'argent, de pétrole qui sont volés systématiquement et qui partent vers leur base en Irak, à la base Al-Shadadi, via les passages qui sont illégaux. Donc, en fait, ça, c'est un point important. Suite à cela, en fait, à cette déclaration, et puis la Syrie demande réparation, pas seulement réparation, mais aussi indemnisation, il faut les deux, parce que les Américains non seulement pillent le gaz et le pétrole, mais aussi détruisent toutes les structures d'exploitation du gaz, du pétrole en Syrie et ont aussi, par la bouche même de leurs dirigeants, Hillary Clinton comme Trump, ils ont créé Daesh et qui constitue un prétexte pour eux. Daesh, c'est une organisation terroriste. Ils disent qu'ils l'ont créée, qu'ils la combattent et ils la combattent pour être présents dans le pays. Mhm. Donc, voilà. Et donc là, on assiste effectivement à une recrudescence des agressions de Daesh contre la population, une recrudescence le vol a été toujours systématique et très régulier, et il n'y a pas eu ni baisse ni remontée, mais c'est systématique depuis que les bases américaines ont existé. C'est systématique tous les jours qu'ils pillent le pétrole et le gaz et le blé et le coton, etc., tous les produits d'Al Jazeera. Donc, appauvrissement de la population, ce qui fait que la Syrie est dans une situation économique très grave, parce que sans produits pétroliers, sans combustible, le combustible, c'est pas seulement pour les voitures, pour se chauffer, mais c'est aussi pour les voitures, le matériel agricole, pour tout matériel roulant, en fait, hein.
matériel agricole pour le transport des denrées des lieux de leur production au lieu de consommation. Et tout ceci dans une pénurie totale et à l'ombre d'un embargo absolument criminel et qui cherche à étouffer complètement non seulement la population, le pays, etc. Ce qui fait qu'on assiste effectivement à un effondrement de la livre syrienne face au dollar et ajouté à une pénurie totale dans le pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit littéralement des gens qui ont faim en Syrie, alors que depuis des années, on était en 2010, en 2011, la Syrie était complètement autosuffisante et tout le monde non seulement mangeait à sa faim, mais avait son toit. Tout le monde pouvait même s'acheter une voiture, en fait, la plupart des gens. Et donc, c'était un niveau de vie croissant et montant, alors que le monde occidental se débattait dans les années 2009-2010 dans la crise économique occasionnée par la faillite de la banque Lehman et c'est Co, en fait, tous les amis de la banque Lehman qui avaient fait faillite et qui ont fait s'effondrer avec eux toutes les bourses internationales et les bourses occidentales, en fait, et les valeurs mobilières et immobilières. Mhm. Alors, Voilà. Donc, pardon. Tu me parlais aussi en préparant cet entretien de la bataille en cours à Deir el-Zor. Donc ça concerne les Qassad, donc les FDS, qui oui. affrontent les Alors, tribus arabes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce en qui se passe fait, là-bas? les tribus arabes se battent contre Qassad, effectivement. Les tribus arabes se battent contre Qassad, qu'ils accusent effectivement d'être, comment dire, d'être des collabos des Américains, ça d'une part. Et aujourd'hui, il y a même des bases américaines qui ont commencé à être aussi agressées par la population. Ce qui veut dire agresser, c'est-à-dire que, en fait, ça veut dire qu'il y a une résistance populaire qui s'accentue et les bases américaines elles sont pas acceptées, elles ne sont plus tolérées et tout le monde veut les mettre dehors. Avec bien sûr l'État syrien n'arrête pas de dire que de toute façon, il est temps que les Américains quittent complètement la Syrie et la région, avec d'ailleurs nos amis iraniens qui n'arrêtent pas aussi d'affirmer qu'il est important que les Américains quittent la région. Et ça, je rappelle quand même, depuis l'assassinat du grand général Qasem Soleimani et du général Abu Mahdi al-Mohandes, qui a été opéré par les Américains, pour couper court à la résistance du peuple syrien, justement dans les régions où il y avait Daesh, et justement pour faire avorter cette lutte contre Daesh, pour laquelle ils prétendaient, eux, être là pour aider le peuple syrien. Mhm. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de très important, un fait majeur pour moi. Mhm. Dernier point alors que je voudrais aborder, c'est qu'on parlait de la recrudescence effectivement de l'agression américaine, à nouveau par des biais différents. Il y a à nouveau par le biais des réseaux sociaux un foisonnement, pas un foisonnement en fait, une reprise de certaines manifestations à Souaïda contre l'État syrien et contre la charte de vie, etc. Mais en même temps, qui a tout de suite dégénéré en horde armée qui venait agresser la population. Mhm. En fait, là-dessus, l'État syrien essaye de créer un dialogue. On voit qu'il y a des mercenaires étrangers qui sont venus
à l'intérieur de Souaïda. Mais en même temps, les slogans qui partent sont des slogans de séparatisme et d'unité entre les Kurdes et les Druzes, chose qui n'a jamais existé, et les Druzes ont toujours été en pointe du patriotisme syrien, puisque le grand combattant Mansour Bash al-Atrash, qui est de la montagne des Druzes, et le symbole, en fait, c'est lui qui a mené la révolution syrienne en 1900, dans les années 30 à 40, en fait, contre l'occupant français. Mhm. Donc, la Syrie ne s'est jamais soumise à cette occupation. Et en fait, il y a eu donc la révolution dans la montagne druze, les Français ont qualifié la montagne des Druzes, alors que c'est la montagne arabe, en fait, dans le sud de la Syrie. C'est aussi les montagnes des Alaouiyines. La montagne Alaouiyine, c'est dans le nord-est dans le nord-ouest de la Syrie, etc. Et la volonté des Français occupants à l'époque était toujours de diviser la Syrie en 5 États, entre l'État d'Alep, l'État de Damas, l'État des Alaouites, l'État des Druzes, l'État des Sunnites. Alors, en fait, hein, on voit se profiler effectivement ce même plan colonial qui a avorté et qui a été avorté, à la fois donc dans les années de l'occupation de la France, enfin de la Syrie par la France, hein, donc entre 1920 et 1945, hein, Mhm. et les différentes révolutions donc dirigées par Mansour al-Atrash, Ibrahim Hanano, Saleh al-Ali et autres, qui se sont réunifiés à l'indépendance pour former l'État de la Syrie, l'État de la République syrienne. Donc, en fait, on voit tout de suite le plan qui recommence, et c'est un retour. Mhm. Un retour d'ailleurs, je rappelle quand même qu'il y a eu, rappelons-nous, qu'il y a eu une délégation française qui s'est glissée clandestinement dans les frontières de la Syrie pour rencontrer les Kurdes dans le nord-est de la Syrie, qu'il y a eu un responsable de l'armée américaine qui s'est aussi qui a rencontré ces gens, etc. Donc on voit les interventions étrangères qui recommencent de plus belle, que ce soit dans le sud, dans le nord-est, dans le nord, etc. Et la Turquie, bien sûr. Et tout ça dans la Syrie pour casser à nouveau ceux qui n'ont pas réussi à casser comment dire, par la guerre terroriste, puisque la Syrie l'a gagné. Mais là, il continue et il persiste et signe. Mhm. Alors, il y a notamment. Voilà, donc en même temps, excuse-moi juste 2 secondes, en Mhm. même temps, la guerre médiatique, hein, des médias occidentaux continue, Mhm. et aussi la guerre politique dans les instances internationales, hein, continue contre la Syrie à coup de mensonges. Alors, il y a eu une réunion justement du Conseil de sécurité récemment, qui à nouveau traite aussi de l'agression chimique en Syrie contre la population, soi-disant menée par l'État contre son peuple, hein, et qui est un mensonge total, qui a été aussi, comment dire, qui a été dénoncé aussi bien par par les rapports Postol, le rapport Seymour Hersh, certains rapports aussi de l'ONU, mais qui ont été, à qui on a enlevé le document, cette mission
parce qu'ils ont dit effectivement, il y a eu du chimique qui a été utilisé en Syrie, mais il a été utilisé non pas par l'État, mais aussi par contre par les terroristes. Hein. Et en fait, tout ça recommence et on recommence comme en 2011 dans comment dire, dans le mensonge médiatique et dans les accusations médiatiques mensongères. Mhm. Alors tu me parlais également tout à l'heure, en préparant cette émission, d'un détournement de barrage dont on a déjà parlé dans des précédents sites rep, donc ça se situe côté turc, sachant que ce sont des barrages Ouais. qui alimentent non seulement l'Irak mais surtout la Syrie, qui Mm. irriguent, qui drainent de l'eau pour la population, pour l'agriculture, donc c'est quelque chose de très important. et qu'il y En avait des, fait, c'est un... Pardon. et qu'il y avait des habitants assyriens notamment, syriens mais Mhm. de confession assyrienne, ou de, je ne sais pas si on peut parler d'ethnie, mais en tout cas de confession religieuse. D'origine. C'est une religion tout à fait, les Assyriens, et que du coup ils étaient poussés à l'émigration par ce biais. Alors, en fait, c'est un assèchement des eaux de Khabour, qui est un affluent de l'Euphrate, et une diminution énorme de l'eau qui est due par les traités internationaux à la Syrie, en fait, à pratiquement le tiers. Normalement, l'Euphrate est une grande rivière qui prend naissance dans l'Anatolie. Le Tigre et l'Euphrate, deux grandes rivières qui prennent naissance donc dans la colline anatolienne et qui continuent donc, qui passent à travers la Syrie, l'Irak, etc. et vont jusqu'à Bosra, en fait, jusqu'au Golfe. Euh, Ces rivières, bien sûr, non seulement sont un élément de vie important, mais aussi un élément de vie pour les populations et pour les villes. Et d'irrigation d'un nombre important en fait de grandes surfaces de terre agricoles qui permettent aux gens de vivre. Hein. Or, le fait que la Turquie a construit des dizaines de barrages hein, sur ces deux rivières font que, en fait, par exemple, El Khabour, qui est un affluent de l'Euphrate, est complètement desséché. Aujourd'hui, l'Euphrate, qui devait arriver en grande rivière, qu'on ne pouvait traverser qu'avec des bateaux, etc. Et aujourd'hui, il est en train de baisser, et donc de ce fait, euh, les, euh, les, les terres qui sont irriguées par l'Euphrate diminuent aussi, ce qui fait qu'il y a moins de culture et donc moins de production pour l'alimentation et de produits céréaliers. Ça, d'une part. Le fait que les villages que le Al-Khabour est complètement sec aujourd'hui a fait qu'il y a eu une émigration massive, effectivement, de tous les habitants. Il y avait 30 villages sur Al-Khabour, en fait, et ces 30 villages, maintenant, n'existent plus. Ces villages sont habités par des Assyriens, mais les Assyriens, c'est les Syriens Oui. des Syriens qui sont nos ancêtres, si on peut dire, en fait, hein, qui sont restés sur leur religion, leurs pratiques, etc. Et ça, c'est la beauté de la Syrie, en fait, qui a fait que aussi, il y a eu effectivement une certaine islamisation d'une partie de la population, mais les populations anciennes sont restées avec leurs croyances, etc. Les Assyriens, c'est l'Église assyrienne qui malheureusement ont émigré vers la Suède. Et il y a des Yazidis, il y a des Ismaélites, etc. Donc ça, c'est le tissu national syrien. Malheureusement, aujourd'hui, comment dire, sous la pression effectivement de la famine et sous la pression de cette agression qui vise effectivement une population ou une ethnie particulière, cette répression qui est pratiquée par les occupants
en fait, les occupants turcs, que ce soit en les privant des moyens de vie, soit en privant les gens de toutes les possibilités. On empêche la vie dans ce pays et ça les oblige de fait à partir et à aller trouver un autre pays. Je rappelle d'ailleurs que la Turquie continue à couper l'eau sur Hasakeh aussi, même les circuits de distribution d'eau, en fait, elle continue à couper pour 1,5 million de personnes, en fait, dans l'ensemble du gouvernorat de Hasakeh. La Turquie coupe l'eau et en été, là, il fait encore très chaud, etc. Depuis 6 mois, 8 mois maintenant, et l'eau est coupée sur ce gouvernorat par les Turcs. Donc, en fait, c'est les Turcs avec le soutien des Américains. Donc, cette situation, elle ne prête pas à la vie, effectivement. Elle pousse les gens à l'exode, de fait. D'ailleurs, c'est là où on voit la contradiction de l'Occident. La France, l'Angleterre, les États-Unis, qui se disent les alliés des États-Unis de l'OTAN, ils ne veulent pas de réfugiés chez eux en Europe, mais d'un autre côté, ils détruisent tous les moyens de vie des gens dans les pays du Moyen-Orient, aussi bien en Syrie, en Irak. Alors, enlever les moyens de vie aux gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire les pousser à l'exode. Exactement. Donc, c'est une grande contradiction. Et je vois qu'il y a même des mouvements politiques en France qui disent qu'il faut arrêter l'immigration, mais il ne faut pas l'immigration, il faut pas s'en prendre à l'immigration et il faut s'en prendre à la politique de vos pays qui sont en train de créer et de détruire. Ils sont en train de créer le chaos dans les autres pays et de détruire les moyens de vie dans les autres pays, ce qui fait que la population n'a pas d'autre alternative que de venir chez vous. Alors il y a eu une médiation irakienne, je crois, entre la Turquie et la Syrie. Qu'est-ce qu'elle a donné? Alors, on sait on a parlé de la rencontre entre le Premier ministre irakien et le ministre des Affaires étrangères syrien, où il y a eu un ensemble de points d'accord, en fait, pour lesquels il y avait une coopération. Un des points, c'était aussi s'entraider pour effectivement pousser la Turquie à respecter la loi internationale en ce qui concerne comment dire, le partage des eaux de l'Euphrate entre la Turquie, la Syrie, l'Irak. Et malheureusement, jusqu'à présent, rien n'a été les Turcs ne veulent rien entendre, surtout que Erdogan, après avoir été élu, alors qu'il était prêt à toutes les discussions avant les élections, maintenant qu'il a été élu, et il s'assoit sur tous les droits et sur toutes les lois, et en fait, ça n'a rien donné. Mhm. Ce qui fait que la situation en Syrie, elle est entre la guerre destructrice qui a duré pendant 13 ans et qui continue, l'embargo étouffant qui fait que la Syrie ne peut même pas traiter avec les autres pays pour pouvoir aider à la construction et reconstruire, pour pouvoir se reconstruire, en fait, la Syrie. On n'arrive pas à se reconstruire puisqu'on ne peut importer aucune matière première pour la reconstruction, on ne peut traiter avec aucune compagnie avec les sanctions, on ne peut traiter avec personne. Tous les autres pays ont peur des sanctions américaines, donc ils ne traitent pas avec la Syrie, ce qui fait que la population syrienne se trouve aussi dans une impasse où il n'y a pas aucun avenir, il n'y a même pas de quoi travailler pour manger, etc., pour créer au sein même de la Syrie, parce qu'il faut quand même que je rappelle que les Syriens sont toujours très créatifs là où ils sont allés, ils ont toujours créé leur propre emploi, ils ont créé leur propre business, etc. Et là, il y a une nouvelle vague d'exode, je dirais, qui va donc un peu dans les pays voisins. Le Liban s'en plaint déjà.
La Turquie, elle veut absolument, en fait, la population en Turquie s'en plaint aussi, mais aussi l'Europe, etc. Mhm. Donc, il y a une nouvelle vague et qui est encouragée, disons-le, qui est encouragée par les Occidentaux, effectivement, pour vider la Syrie de ses ressources humaines. Parce que les Syriens sont instruits, ils sont diplômés, ils sont créatifs. Alors, on va parler maintenant, si tu veux bien, du Liban et de la Palestine. Il y a eu malheureusement des affrontements armés au camp au sud-Liban, alors excuse-moi ma prononciation, au camp Al-Helloul. Est-ce que tu peux nous... Al-Helou, Ain al-Helwa. Non. Pardon. Ain el-Helwa. Alors, ça, c'est plus lié effectivement à la Palestine, hein. De ce fait, donc, je vois à la Palestine, au Liban et à la région, effectivement, les Américains aussi, et on voit la main américaine qui active les terroristes à l'intérieur des camps palestiniens, parce que c'est il y a eu le responsable de sécurité du camp qui a été tué, qui est un responsable du FAT, qui a été tué un beau jour. Et puis, après, les recherches et les investigations ont montré que c'était une petite bande de terroristes qui a effectué ce crime. Et bon, bah, bien sûr, alors il y a tout de suite quelqu'un qui attise les contradictions entre les différentes organisations palestiniennes qui sont à l'intérieur du camp. Donc on se bat à l'intérieur du camp entre Palestiniens, malheureusement. Et il y a aussi des hordes terroristes qui ont créé ça et qui continuent à attiser, qui tuent quelqu'un d'un côté, qui tuent l'autre de l'autre côté, etc. Et ça, c'est ce camp de Ain el-Helwa, il est à Saïda, dans le sud du Liban. C'est le camp qui est le plus proche, je dirais, de la Palestine. Et en fait, la symbolique, hein, c'est toujours le retour, en fait, et le retour à la Palestine. Et ceci, donc, hein, se conjugue avec une augmentation de la répression en Israël, occupé en Israël, cet État fantoche, hein, d'occupation, en fait, une grande répression contre les Palestiniens, une grande répression aussi contre les Israéliens, parce que je rappelle aussi qu'ils sont à leur 38e semaine de grève contre cette loi de réforme, ce projet de loi de réforme du judiciaire que propose le gouvernement Netanyahou. Il y a un nombre important de martyrs palestiniens qui tombent tous les jours du fait des violations de domicile, des violations de quartiers, de villes, etc. De plus en plus violentes d'ailleurs, où les Israéliens réunissent des chars maintenant des blindés, etc., pour aller piocher dans les maisons des Palestiniens. Donc, il faut relier les deux, en fait, hein. C'est que cet État fantoche est en grande difficulté, que les Américains sont là à nouveau pour leur défendre. Donc, il y a un renouvellement de l'agression contre la Syrie, un renouvellement de l'agression contre les camps palestiniens, contre le Liban, la Syrie, c'est les pays limitrophes où se trouve une grande résistance. Et donc tout ceci va dans le sens de cette réanimation, je dirais, de l'État fantoche d'Israël qui est en train de s'écrouler. Alors, il y a eu plusieurs villes palestiniennes qui ont été bouclées récemment à l'occasion de fêtes juives. Là, on voit encore que, comment dire, c'est vraiment le dernier maillon de réajustement, c'est-à-dire que puisqu'il y a des fêtes juives, on va boucler les villes palestiniennes. Il faut être peut-être israélien pour trouver une justification à cela. Et parallèlement à cela, tu as parlé de l'effondrement dans la société, mais qui touche également l'armée,
puisqu'on parle certaines personnalités, éminentes personnalités de l'armée, parfois à la retraite, parlent d'un effondrement de l'armée israélienne à venir, un probable effondrement d'armée israélienne. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette situation? Oui, en fait, maintenant, les services de renseignement, le Shabak et le Mossad, en fait, ils sont aussi contre la politique de Netanyahou parce qu'ils tirent les sonnettes d'alarme pour dire nous sommes en train de nous effondrer. Ce gouvernement est en train de mener le pays à l'effondrement et il va aller comment dire, on va aller de difficulté en difficulté, surtout que maintenant, il y a un nombre important des réservistes de l'armée, de l'aviation et de la marine qui refusent de reprendre leur poste, qui refusent d'aller dans l'armée. Et donc là, ils tirent la sonnette d'alarme en disant il faudra que ce gouvernement cesse et qu'il faudrait que Netanyahou démissionne. Mhm. Ce qui est bon, ce qui d'un autre côté, on voit en fait, jusqu'à présent Biden, il a un peu boudé Netanyahou, mais là, je crois il y a eu une déclaration comme quoi il va le recevoir cette semaine. Mais là, je voudrais dire quand même, c'est un truc qui est euh, qui dit deux choses. Qui dit d'abord que Biden est en grande difficulté parce que c'est une période électorale et qu'il a besoin des voix sionistes pour pouvoir passer, pour pouvoir déjà passer le cap pour être candidat. Il est également en difficulté sur le plan judiciaire, Biden. Donc bien sûr, quand c'est Trump, ça fait la une des journaux. Quand c'est Biden, on en parle un petit peu moins dans la presse mainstream. Mais effectivement, il est en grande difficulté judiciaire en ce moment. Exactement, lui et son fils aussi qui mènent des grandes compagnies de blanchiment d'argent, de drogue, de pédophilie, etc. Oui, effectivement. Et qui se cache derrière son dos, effectivement. Et Donc, donc, ça, c'est Biden est en grande difficulté et puis Netanyahou aussi est en grande difficulté. Donc, ils essayent de se donner la main pour émerger de ce flot de difficultés. Voilà. mhm. Alors là, comme tu disais, donc la répression contre les Palestiniens en général continue et s'accentue. Elle concerne également malheureusement les détenus palestiniens. Et Mm. donc il y a des grèves de la faim qui continuent. C'est important d'en parler parce que bah, encore une fois, les médias occidentaux n'en parlent pas ou extrêmement peu, alors que Mm. ce sont des situations personnelles et collectives complètement dramatiques. Absolument. En plus, ce sont des détentions administratives sans aucune raison. Les conditions de détention deviennent de plus en plus horribles, hein. C'est-à-dire dans des prisons personnelles, comment dire, individuelles. On leur interdit les visites, on leur interdit d'avoir aussi même leur propre téléphone, de pouvoir communiquer avec leur famille en téléphone. On leur interdit de recevoir même des amis, etc. Enfin, et même on interdit qu'ils écoutent les informations, ou qu'ils lisent, ou qu'ils écrivent. Donc c'est quelque chose de complètement arbitraire, ajouté au fait qu'il y a de temps en temps des violations dans les cellules où ils sont tabassés à merci, où ils sont ajoutés à tout ce qui est en fait le refus de traitement médical, le refus des médicaments, etc. Mhm. Donc en fait, c'est vraiment des conditions non seulement inhumaines, ce sont des conditions intolérables. Alors que tout ça, au vu et au su du monde entier et des médias mainstream qui n'en parlent même pas, comme tu disais très justement, et que même les soi-disant pays qui prétendent défendre le droit de l'homme, etc., les droits des détenus,
les associations qui rejettent la torture, qui sont contre les exactions physiques contre les personnes, et bien là, elles restent muettes sur ces réalités, malheureusement. Et donc, là, il y a eu une réunion, en fait, une déclaration de l'ensemble de l'association, la Société de défense du détenu palestinien, qui fait un appel au monde pour que le monde puisse intervenir pour protéger les Palestiniens contre cette violence israélienne quotidienne et horrible. Et Mhm. donc, il y a eu cet appel pour intervenir, pour préserver les Palestiniens, la vie des Palestiniens. Bon, pour l'instant, Et aucun écho. quelles ont été les réponses récentes également de la résistance palestinienne face à cette situation? Bah, la résistance palestinienne continue à soutenir tous ces détenus et toute la lutte du peuple palestinien sans aucune différence, si tu veux. Il y a eu une réunion justement pour traiter de la situation dans le camp Ain el-Helwe entre les différentes organisations palestiniennes, hein, aussi, et qui affirme qu'il faut quand même revenir au calme et qu'il est important que toutes les organisations se donnent la main pour garder le calme et comment dire, la sécurité dans le camp, puisque avec ces confrontations, il y a eu quand même des morts civils, des morts et des maisons qui sont détruites, etc. Bon, maintenant, effectivement, il y a une volonté comment dire, de calmer le jeu, Mhm. mais en réalité, il y a une volonté générale pour calmer le jeu, mais on voit qu'en réalité, il y a quand même des mains extérieures qui cherchent à allumer le feu à chaque fois qu'il est éteint, parce qu'il y a eu plusieurs fois des accords pour cesser le feu qui a duré 2, 3 jours, 4 jours, et puis après, à nouveau, il y a quelqu'un qui tire, qui tue quelqu'un, etc. Et on voit qu'il y a un jeu extérieur qui est absolument terrible, qui cherche à tout prix à allumer le feu dans ce camp. Mhm. Alors on va parler Et maintenant les de... Américains, Oui. Alors, on va parler maintenant clairement. de l'actualité internationale, si tu le veux bien, puisque vient Ouais. d'avoir lieu le G20 à New Delhi, et que l'Inde a annoncé qu'ils allaient changer de nom, puisque l'Inde est oui, pardon, tu voulais dire quelque chose? Non. Je voulais juste passer par les autres pays arabes où le Maroc a été victime d'un grand tremblement de terre et la Libye un grand effondrement de barrages, hein, suite à l'ouragan Daniel, hein, Mhm. qui a fait monter les eaux. Mais alors, suite à cette montée des eaux, il y a eu 2 grands barrages qui se sont effondrés. Des dizaines de milliers de personnes sont en train de dépérir et ont dépéri dans l'eau, noyées dans l'eau et sous les décombres. Au Maroc, ce grand tremblement de terre aussi, ils sont en train de chercher les gens sous les décombres. En même temps, il y a l'Algérie qui a cherché effectivement à aider les deux parties, aussi bien le Maroc, malgré comment dire, je dirais les grandes inimitiés entre l'Algérie et le Maroc concernant le Sahara. L'Algérie a voulu aider, le Maroc a refusé au début. Je ne sais pas maintenant, je pense qu'ils ont accepté. Mais maintenant, on voit que l'Algérie est victime de grands incendies aussi, de forêts. Et ça, c'est une grande catastrophe aussi. On se demande si ce n'est pas des incendies criminels, en fait, d'origine criminelle et provoqués. Mhm. Donc, en fait, là, on voit effectivement à quel point il était grave cette destruction de la Libye qui a été opérée
par l'Union européenne sous l'égide de Sarkozy pour détruire la Libye, parce que là, c'est en fait le fait que les barrages se soient effondrés, c'est depuis 2011 jusqu'à présent, l'absence d'État et l'absence de structures étatiques et d'institutions a fait que les barrages ne sont pas maintenus et ils sont dans une situation catastrophique. Et donc, il a suffi de cet ouragan pour les détruire. Et là, la ville de Darna est complètement ensevelie sous l'eau. On parle, oui, effectivement, malheureusement, de 11 000 morts en Libye, mais le décompte macabre n'en est malheureusement pas arrêté. Et en train de grimper. Voilà. Ouais. Et au Maroc, on parle de 2000 morts sans qu'on sache effectivement avec très grande précision le nombre exact de victimes. Et sans parler, bon, bien sûr, ceux Tout qui à ont fait. perdu des proches, mais il y a aussi des gens qui ont perdu leur maison. Voilà, donc c'est des situations Tout. dramatiques. Des familles entières qui ont disparu, des familles entières avec leurs maisons, leurs biens, leur tout. Effectivement. Et ceux de tous les pays, pas seulement de la Libye, parce qu'ils habitaient en Libye. Il faut savoir aussi que la Libye est un pays où pas mal de gens allaient travailler du temps de Kadhafi parce qu'il faisait bon vivre et bon travailler en Libye. C'était un pays où vraiment qui était assez riche et qui payait bien les gens. Et voilà. Hmm. Alors, on va parler maintenant de l'actualité internationale, si tu le veux bien, puisque, comme je disais tout à l'heure, donc le G20 a eu lieu à New Delhi la semaine dernière. Et donc l'Inde a annoncé qu'elle allait entre guillemets changer de nom. Alors c'est pas exactement ça. En fait, elle va revenir à son nom originel qui est Bharat, B-H-A-R-A-T, qui est un nom très ancien et qui remonte à environ 3000 ans. Parce que l'Inde est un nom que les colons britanniques ont donné à ce pays. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu toute la symbolique que cela revêt? Alors en fait, il y a différentes symboliques. D'abord, le G20 s'est réuni quelques jours après la réunion des BRICS, hein, dans laquelle l'Inde a joué aussi un rôle très important. Et puis, en fait, les BRICS avaient intégré 6 nouveaux pays aussi, que je rappelle aussi. Donc l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Égypte et l'Éthiopie, et puis les Émirats arabes unis et l'Argentine. Donc en fait, de ce fait, les pays des BRICS se trouvent dans tous les passages, je dirais, dans toutes les mers du monde. Ça, Mhm, c'est un premier point important et peut-être dans tous les points de passage importants maritimes. mhm, Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que quelques jours après, il y a eu effectivement cette réunion du G20. C'est la première qui se réunit après 2009 où les banques Lehman Brothers a fait faillite et où l'Occident se débattait de crise en crise, hein, économique, hein, ça aussi. Bon, donc là, c'est la première réunion du G20. Xi Jinping n'a pas assisté, le président Poutine non plus. Mais en fait, la Chine et la Russie étaient plus présentes que jamais, malgré leur absence. Et en fait, de ce fait, c'est l'Inde qui a joué un rôle important, un rôle de leader et un rôle je dirais, Tu as utilisé le terme de qui pont tout à l'heure en préparant cette émission. Un rôle. oui, on parle de pont et d'un côté et de modérateur en même temps. En fait, donc c'était très intéressant parce que il y avait effectivement les États-Unis, la France, bon bien sûr la Chine, la Russie et l'Angleterre, l'Inde et puis tous les pays donc du G20
les pays producteurs, où ils se sont, où en fait ils n'ont pas parlé de la guerre Russie-OTAN par le biais de l'Ukraine, mais quand même comment dire, dit qu'il était important d'arrêter et puis d'arrêter de faire que la politique des sanctions est une politique complètement illégale. Mhm. Et en fait, ça, c'est un point important qu'il fallait agir hein, dans le sens plutôt positif plutôt que d'interdire aux pays de coopérer et qu'il faut plutôt ouvrir toute la voie à la coopération. Mhm. Moi, je voudrais dire quand même à cette occasion que, à l'occasion de la réunion des BRICS, où on a vu que pratiquement 80% de la production mondiale de pétrole, en fait, d'énergie, était dans les mains des BRICS. Hein, et il est important de voir que le G20 a complètement diminué d'importance et que, en plus de la régression de son PIB, du PIB de tous les pays du G20 qui prétendaient être les plus riches du monde, etc. Maintenant, ils passent effectivement à un plan qui est bien en dessous. Et donc là, ils ont intérêt à écouter les autres pays. Mhm. Alors, Il était question aussi, en fait, dans cette réunion, il y avait le Brésil. Lula da Silva était là et il a aussi demandé est-ce que l'Argentine, il a proposé est-ce que l'Argentine fasse partie des BRICS, en fait, mais elle a déjà été acceptée. mhm. Alors, Euh, je, parallèlement à cette réunion a eu lieu la réunion, ou juste avant, a eu lieu la réunion Chine plus 77. Donc c'est un groupe qui existe depuis de nombreuses années, dont on parle peu en Occident. Une plateforme ouais. qui sert à la Chine à rayonner, on va dire, auprès des pays du monde. Cette réunion a lieu à Cuba et ne réunissait pas que 77 pays, hein, ça c'est le nom original, mais là il y avait 134 pays présents. Est-ce que tu peux nous parler de cette réunion, s'il te plaît? Alors, je voudrais rappeler quand même Mhm. que Cuba est un pays qui se trouve dans la mer Caraïbe, hein, qui est aux côtés des Américains, et que dans le golfe du Mexique, donc, et que Cuba est sous sanctions américaines depuis 1962. Donc, sous embargo depuis 1962, et que Cuba, dont le président Fidel Castro a été le leader révolutionnaire de l'Amérique latine, continue à vivre et continue à se battre, non seulement pour son existence, mais aussi pour tisser des liens dans le monde entier avec tous les peuples, hein, et notamment les peuples palestiniens, syriens, etc. Alors cette réunion, le fait de tenir cette réunion à Cuba, ça fait que Cuba monte sur la scène internationale comme un pays leader de tous les pays, des pays en voie de développement, si on peut parler en voie de développement, ou tous les pays émergents, si on peut parler, et tous les pays du tiers-monde, qui souffrent quand même d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas d'une colonisation directe, mais d'une agression indirecte des mondes du colonialisme par le biais économique. Mhm. Okay. Et donc là, ce qui est flagrant, c'est les exactions, je dirais, ou les sanctions américaines contre les populations qui visent à étouffer, à étrangler l'économie des pays, à affamer les peuples, hein, et à leur interdire de communiquer avec d'autres pays. À cette réunion donc, qui a commencé vendredi, en fait, ce vendredi, avant-hier, elle a commencé donc à La Havane, qui a commencé justement par le discours du président cubain, qui
effectivement, affirme le rejet de toutes ces sanctions unilatérales qui sont appliquées sur les pays qui, en fait, violent l'équilibre interne et la loi internationale et l'équilibre international des peuples, et puis leur capacité, leur droit à accéder à l'alimentation, au développement, à l'électricité, etc., en fait, qui appelle à effectivement à ce que tout le monde se serre les liens et sur les problèmes importants et qui sont ceux-là, qui sont des questions qui doivent favoriser à la fois la fluidité comment dire, des transferts de denrées, la fluidité et comment dire, la stabilité dans le monde et qui permettent donc un développement économique de chacun des pays et appellent à la création donc d'un nouveau régime monétaire international qui permet à tout le monde d'exister et donc à améliorer, voire réformer le système existant, mais aussi, surtout, réformer la loi des institutions internationales qui ne donnent pas beaucoup de représentation aux pays émergents et donc où il est important effectivement qu'on coopère tous ensemble pour réformer cette instance qui est très importante pour tous les peuples du monde et qui permettra effectivement qu'il y ait un nouvel équilibre entre les pays du monde, tous les pays du monde. Et dernier point, donc, il a souligné la nécessité de renforcer la coopération entre le Nord et le Sud, ajouté au fait qu'il est important de coopérer autour des nouvelles sciences, des sciences de l'informatique, que tous les pays puissent accéder à l'Internet, que tous les pays puissent accéder à l'intelligence artificielle, etc. Donc tout ça, ça a été pratiquement un peu le contenu du rapport final proposé pour le 77. Je voudrais ajouter aussi quand même que la Syrie et la Palestine ont tous les deux assisté à cette réunion. La Syrie, l'Irak et la Palestine étaient partie prenante effectivement de cette réunion importante à Cuba. Chose qui est très très importante aussi dans le sens où de fait on crée un ordre mondial sur des critères différents, disons. Oui. Voilà. Alors, dernier point Hier, donc, dernier après point que... juste Oui, 2 secondes, vas-y, je t'en prie. il y a eu une réunion, donc suite à ça, il y a eu une réunion parallèlement à Genève du Conseil des droits de l'homme, en fait, qui a, dans sa majorité, a dénoncé, a refusé de reconduire les sanctions contre la Syrie. Et il a comment dire, décidé que ces sanctions, entre guillemets, ces donc mesures unilatérales de coercition, sont parfaitement illégales contre la Syrie. Par contre, les États-Unis et les pays européens se sont absentés de la salle. Ouais. Mais c'est quand même un point important parce que ce même Conseil des droits de l'homme ne voulait rien reconnaître ni en ce qui concerne les crimes terroristes, ni en ce qui concerne le droit de la Syrie à se défendre et à vraiment à avoir la souveraineté sur ces terres, quoi, la totalité de ces terres. Alors, pour clore Voilà. ce site rep, j'aimerais qu'on parle, avant de se quitter, de la visite du président nord-coréen en Russie, Kim Jong-un. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette visite et de ce dont il a été question? Alors, cette visite est une visite quand même stratégique importante entre Kim Jong-un et le président Poutine.
qui a duré 3 jours quand même, il y a encore en fait, qui resserre les liens entre la Corée du Nord et la Russie. Elle a comment dire, un axe important qui est l'axe militaire, hein, et la coopération stratégique militaire entre la Corée du Nord et la Russie. Là aussi, elle a aussi un autre sens et un autre axe qui est un axe à la fois économique mais aussi sécuritaire. Donc il y a une volonté de coopération aussi bien au niveau militaire, au niveau des services de sécurité et au niveau de la sûreté des mers et aussi au niveau économique. Il est important de voir que un intérêt partagé des deux pays Mhm. qui se renforcent mutuellement, en fait, étant donné leur positionnement géographique stratégique, l'un en mer de Chine et l'autre sur toute la partie Europe-Asie, je dirais, et mer du Nord, mer du le pôle Nord. Et donc, c'est très important de voir cette coopération entre la Corée du Nord et la La Russie. Russie. La Mhm. Russie qui est quand même, rappelons quand même que c'est la plus grande force nucléaire mondiale aujourd'hui. Donc, Oui. c'est aussi très important et ça crée, je dirais, une sorte de mur dissuasif en fait aux Américains face à leur velléité d'agression contre la Russie ou contre la Corée ou même contre Taïwan ou par le biais de Taïwan contre la Chine. Mhm. Donc, la Corée du Nord, il faut savoir aussi que c'est un ami de la Chine, hein. En fait, ils sont proches de la Chine sur le plan politique, mais la Chine qui reste toujours très calme, très pondérée dans ses propos Mhm. sur une coopération internationale, sur une coopération pour un développement de tous les pays, pour une lutte contre la famine dans le monde, pour une lutte contre les écarts de niveau de vie, aussi bien, pas seulement dans le monde, mais dans tous les pays. Mhm. Donc, dans chacun des pays. Donc, aider les pays à surmonter ces difficultés, etc. Donc, voilà, nous voyons que les aspects politiques, économiques, etc., s'accélèrent. Je dirais, les accords sont de plus en plus importants et le nouveau monde se cristallise, je dirais, de plus en plus, non seulement vers un monde où il y a un peu plus de justice, mais un monde qui se dédollarise, hein, Très et où important. il y a de plus en plus, effectivement, d'échanges ou de volonté d'échange avec les monnaies nationales. D'ailleurs, l'Inde a fait part, le ministère de l'économie indien, m'ont fait part du fait qu'il y a de plus en plus de pays qui traitent avec l'Inde et qui veulent traiter avec l'Inde sur la base des monnaies locales. Oui. Donc, ça, c'est aussi un point important et ça a été effectivement avoué par le ministre des Affaires économiques indien. D'accord. Voilà. Donc, on va dans ce sens et c'est dans le sens de ce nouveau monde qui se profile, qui nous remplit d'espoir d'ailleurs. Oui, mais je te remercie beaucoup, Aïssa Armidani, d'avoir terminé ce site rep par une note positive et d'espoir. Parce que c'est vrai que l'actualité malheureusement était chargée et parfois vraiment dramatique. Encore une fois, une pensée toute particulière aux familles des victimes, notamment au Maroc, parce qu'on sait qu'il y a une partie des internautes qui nous suivent, qui sont soit au Maroc, soit en Tunisie, soit en Algérie, ou qui habitent en France mais qui ont de la famille là-bas. Et Et en donc voilà, Libye, une pensée toute et en particulière pour Libye en aussi. Libye aussi, tout à fait. 11 000 morts, c'est une catastrophe considérable. On a du mal à se rendre compte du drame pour les Libyens et pour les Marocains également. Ouais, Voilà, ouais. il me reste à donner rendez-vous aux internautes dans 10 jours.
Et encore une fois, merci pour toutes tes analyses et toutes les informations que tu as apportées à notre connaissance. Merci Aïssa. Merci à toi, Raphaël, et merci à tous les internautes, et à très bientôt.